on m'a demandé de présenter un exposé avec ce titre-là, Réalité, gestion du multilinguisme en Serbie, puisque donc, en effet, comme l'ont expliqué mes collègues, l'idée est désormais d'enrichir la base de données avec la terminologie relative à la catégorisation des langues minoritaires en serbe. Donc l'idée, c'est de présenter un peu au public la situation de la Serbie, la situation minoritaire, notamment les politiques linguistiques éducatives, et puis de toute manière, essentiellement. En tout cas, dans un premier temps, la question nationale, la Yougoslavie, avant les années 90, puis la question minoritaire, et vous verrez, ça a son sens, donc de parler de la question nationale, et puis seulement à partir des années 90 de la question minoritaire. Et puis, je vais terminer avec la réalité, la gestion du multilinguisme en Serbie avec quelques exemples. Alors, peut-être dans l'introduction, ce que j'ai envie de rappeler, c'est que le fait minoritaire est en construction permanente, dans le sens où, dans des pays, dans des régions qui ont connu des crises, des conflits et des guerres, comme c'est le cas ici, ces événements modifient souvent la configuration sociolinguistique et les finissent par réorganiser, répartir autrement les minorités sur un territoire, finissent aussi par remettre en cause les équilibres qui ont existé jusqu'alors, des rapports de force entre les majorités et les minorités, et aboutissent parfois à des nouveaux statuts, et vous allez voir que c'est le cas ici. Alors, pour parler de la Serbie, comme je disais, vous avez compris, il me semble pertinent de rappeler que la situation telle que je vais la présenter aujourd'hui, c'est un héritage de la situation yougoslave par le passé, et encore, la situation, ça renvoie à la situation générale des Balkans. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les Balkans? De manière générale, c'est un territoire qui n'est pas facile à définir, parce que bon, il y a au cœur des Balkans un certain nombre de pays, et puis il y a ce qu'on appelle la périphérie, mais tout cela pour dire que la Serbie est au cœur de cet espace balkanique, et l'espace balkanique dans son ensemble est connu pour être un territoire particulièrement multilingue, pluriculturel, etc. Et ce n'est pas récent. Disons que tout ce territoire par le passé, a été divisé entre deux empires pendant très longtemps, l'Empire ottoman au sud, l'Empire austro-hongrois au nord, avec bien sûr les entités étatiques qui ont précédé l'Empire austro-hongrois. Et aussi bien l'Empire ottoman que l'Empire austro-hongrois étaient déjà des territoires, des empires multilingues qui ont été caractérisés par une diversité linguistique, ethnique, religieuse, mais aussi, il faut le rappeler, une certaine tolérance linguistique. Donc, bien sûr qu'il y a eu, selon les périodes, des politiques de germanisation, majorisation, notamment au nord, mais les langues ont survécu à cette situation. Et donc, quand on arrive à la fin, notamment au début du XXe siècle, à la fin des empires, bon, pour l'Empire ottoman, ça a commencé en ce qui concerne la Serbie plus tôt, et à l'apparition des États-nations modernes, et ces États-nations modernes, comme la Yougoslavie, vont hériter tout simplement de cette situation. Alors, ensuite, on arrive donc, avant d'arriver à la Serbie à proprement parler, on arrive donc à la création de cet État-nation moderne, donc né sur la base de l'effondrement de ces deux empires essentiellement, la Yougoslavie, qui est également un pays multilingue, pluriculturel. Alors, la Yougoslavie est un nom que tout le monde connaît, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu plusieurs Yougoslavies, donc durant le dernier siècle, et il y a eu d'abord un premier État qui a été créé à la fin de la Première Guerre mondiale, 1918 jusqu'à 1929. Ensuite, donc, il ne portait pas encore ce nom, donc c'était le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes. Ensuite, à partir de 1929, le nom apparaît pour la première fois, le royaume de Yougoslavie, jusqu'à 1945. À partir de la fin de la guerre et jusqu'à l'éclatement de la Yougoslavie, ça va être la Yougoslavie, la République socialiste fédérative de Yougoslavie, avec donc celle qui est peut-être le plus connue et dont je vais parler tout à l'heure par rapport à la terminologie nationale et minoritaire qui nous intéresse. Et puis il y a eu la troisième, la dernière, pardon, donc celle qui a connu des guerres, donc à plusieurs reprises. Et donc, c'est un vaste territoire qui a été très diversifié et qui a eu une langue
ce n'était pas la seule, mais en tout cas une langue principale sur une grande partie de son territoire, qui était la langue serbo-croate, qui était née d'ailleurs avant même, bien avant la création de la Yougoslavie, donc autrement dit en 1850. Et pour terminer l'introduction, donc on arrive à la Serbie. Donc la Serbie est un héritage aussi de tout cela. Donc c'est un pays qui est, alors il existe sous ce nom-là, la République de Serbie, depuis 2006, depuis la dernière séparation, dernier éclatement, donc entre la Serbie et le Monténégro. C'est un pays qui a pour langue officielle le serbe, mais qui a surtout au nord une province qui est un cas d'école, un peu pour les situations de plurilinguisme, qui est la province de Voïvodine, qui, elle, a 6 langues officielles. Donc, le serbe avec ses 2 alphabets, cyrillique et latin, le hongrois, le roumain, le ruthène, le slovaque et le croate. Et donc, tout ça pour dire, et je termine l'introduction, c'est tout comme les Balkans et tout comme les différentes Yougoslavies par le passé, la Serbie est également un pays multilingue, pluriculturel. Et donc, Yougoslavie, donc, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce que ça veut dire, donc, la Yougoslavie, c'est le pays des Slaves du Sud, c'est ce nom-là qu'elle portait en 1918. Donc, c'est un pays qui réunissait le Slave du Sud, mais pas seulement. Et donc, c'est un pays qui a réuni des histoires des pays, des communautés qui ont connu des histoires différentes, mais qui ont partagé souvent des destins communs. Et un pays qui a, tout au long de son existence, donc longue d'à peu près un siècle, a essayé tant bien que mal de préserver un certain nombre d'équilibres qui ont été mis en place. Alors, à partir de 1945, la question nationale est vraiment intéressante à étudier, puisque la Yougoslavie, donc ce qu'on appelle l'ex-Yougoslavie aujourd'hui, celle donc d'après la Seconde Guerre mondiale, a mis en place toute une terminologie nationale qui, dont Natalia aussi va parler tout à l'heure, et qui nous intéresse par rapport à la base de données, puisque il a été défini, enfin, il a été décidé de définir clairement différents niveaux on va dire, les différents éléments constitutifs de la fédération entre, d'un côté, ceux qui ont été considérés comme des peuples ou des nations, qui avaient des républiques constitutives, puis dans un deuxième niveau, d'une certaine manière, des nationalités, ce qu'on appelle aujourd'hui des minorités nationales, et puis il y avait encore un troisième niveau avec les groupes ethniques, on va en parler. Donc, une sorte d'organisation pyramidale qui avait tout son sens au niveau donc de la terminologie et de la catégorisation, puisque donc comme je disais, d'un côté on avait des peuples constitutifs et ils avaient chacun sa république, donc les Serbes, les Croates, les Slovènes, les Monténégrins, les Macédoniens et les musulmans. Une spécificité, nous on en a parlé hier dans le cadre de notre réunion de travail, musulmans avec un grand thème qui était une originalité yougoslave dans le sens où ce terme n'avait pas grand-chose à voir avec l'appartenance religieuse, donc on pouvait se déclarer comme musulman sans être religieux, absolument pas. Ce n'est pas l'appartenance religieuse, c'est donc un nom, le terme qui a été utilisé pour désigner ce qu'on nomme aujourd'hui bosniaque. Et puis, donc, deuxième niveau, on avait des nationalités. Alors, avec un certain déséquilibre démographique, les Albanais, par exemple, au Kosovo, n'avaient pas les mêmes droits qu'avaient, par exemple, les Monténégrins, puisque les Monténégrins étaient un peuple constitutif, ils étaient moins nombreux que les Macédoniens, mais ils avaient leur république, les Hongrois, les Slovaques, etc., donc ce qu'on appelle aujourd'hui les minorités. Et puis, troisième niveau, les groupes ethniques. Alors, tout cela a été, on va dire, à cela, ça rajoute plutôt la question de la citoyenneté, qui était encore différente. Donc, on avait d'un côté, et puis tout cela, bien sûr, était inscrit dans les textes, et donc y compris dans les passeports, on était citoyen yougoslave, mais la nationalité, chacun avait la sienne, c'est-à-dire, elle se définissait, on se disait serbe et yougoslave, musulman et yougoslave, monténégrin et yougoslave. Et donc, si on regarde un peu au niveau juridique, on dit souvent que la constitution, il y a eu plusieurs constitutions de l'ex-Yougoslavie, mais celle de 1974, on disait que c'était celle qui a octroyé les droits les plus larges. Donc, parce que justement, en faisant attention à ces 3 niveaux, donc certains droits pour les peuples, puis des droits pour les nationalités, et puis encore pour les groupes ethniques, toujours avec l'idée de contenir tout ce monde ensemble dans un État commun, alors que ces différents peuples, donc, comme je viens de le dire, avaient aussi des histoires parfois assez lointaines et complètement différentes. Et l'idée aussi, c'était de finalement
contribuer à la naissance d'un sentiment identitaire commun. Alors, dans cette constitution de 1974, on va parler précisément de ces fameux les droits des nations et des nationalités dont nous encore on a parlé ce matin. Alors, pourquoi ça change on va, à partir des années 90, puisque là, on va sortir un peu de la question nationale, puisque l'État commun va éclater, donc suite à un certain nombre de conflits et de guerres qui ont commencé en 91 en Slovénie et qui se sont terminés en 99 au Kosovo, et ce qu'on appelle les guerres de l'ex-Yougoslavie dans les années 90, ben, ce sont précisément ces conflits qui ont opposé les peuples et les nationalités donc de l'espace yougoslave. Alors, donc, lorsque tout cela, lorsqu'on va arriver au bout de ce processus, comme je l'ai expliqué dans l'introduction, on va se retrouver dans une situation où à la place d'un État commun, on va avoir aujourd'hui 7 pays différents, dont la Serbie, de nouveau indépendante, de nouveau, on va dire autonome quelque part, à partir de 2006, alors que ça n'a rien à voir, et c'est le cas pour les autres aussi, ça n'a rien à voir avec l'histoire. La Serbie avait son État propre depuis le XIIe siècle, mais ensuite, il y a eu des empires ottomans, l'Empire hongrois, etc., etc. Et alors, pour vous donner quelques exemples de ce que ça a changé, finalement, les guerres et les conflits, déjà mentionné dans l'introduction les rapports différents entre les majorités et les minorités et surtout on va dire, la réorganisation des équilibres qui ont existé jusqu'alors. Alors, dans cet ouvrage dont je montre la couverture, intitulé Les minorités et les réfugiés en Voïvodine, donc au nord de la Serbie, j'avais trouvé un exemple intéressant, puisque c'est suite d'un travail réalisé sur le terrain qui montrait comment finalement, pour des raisons politiques et idéologiques, on a modifié les configurations sociolinguistiques des territoires plurilingues en faisant venir les réfugiés serbes là où précisément il y avait beaucoup de minorités d'une autre langue. Et ce qui fait, lorsque vous avez une petite ville à majorité hongroise, avec 9000 personnes par exemple, 9000 habitants, si on fait venir 5000 réfugiés serbes, ben, les Serbes deviennent logiquement majoritaires. Il y a eu aussi des exemples comme ça. Deuxième exemple intéressant de ces changements dans les catégories, c'est comment une nationalité peut devenir une nation. Alors, j'utilise la terminologie yougoslave. Le Kosovo, c'est un cas typique, puisque dans l'ex-Yougoslavie, ils étaient considérés comme une nationalité, puisqu'ils n'avaient pas une république, ils avaient une province, donc à l'époque, c'était le Kosovo. Mais à partir du moment où le Kosovo va devenir indépendant en 2008, ben, de facto, il devient la nation, donc la nation titulaire de leur État nouvellement indépendant. Et d'ailleurs, il y a une certaine logique là-dedans, puisqu'ils ont été dans ce partage yougoslave considérés comme une nationalité, alors qu'ils étaient bien plus nombreux que les autres, ils étaient presque 20%. C'était, si on utilise la terminologie d'aujourd'hui, la minorité la plus importante en Yougoslavie. Sauf que donc, au niveau du partage territorial, ça n'a pas été géré de cette manière-là. Et troisième et dernier exemple, ici, c'est ce qu'on appelle les nouvelles minorités. C'est encore un cas intéressant puisque, par exemple, en Slovénie, c'est une situation qui perdure encore 30 ans après l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. On parle encore de nouvelles minorités. Elles sont plus nouvelles, ça fait 30 ans que ça dure, mais un pays comme la Slovénie a été encore aujourd'hui confronté à cela, puisque la Slovénie, on va dire depuis toujours, donc en tout cas depuis sa période yougoslave, reconnaissait 2 minorités autochtones pour des raisons historiques, les Italiens et les Hongrois. Alors, sauf que les Italiens et les Hongrois en Slovénie sont beaucoup moins nombreux que les Serbes, les Croates et les Bosniaques aujourd'hui. Sauf que les Italiens et les Hongrois ont le statut de minorité autochtone, mais les autres n'ont pas de statut puisque c'était autrefois des peuples constitutifs de la République voisine et du coup ils n'ont aucun statut, en fait, ils n'ont pas de statut de minorité. Et tout cela, encore aujourd'hui, 30 ans après, j'ai mis un titre ici d'un article tout à fait récent, on en parle encore aujourd'hui régulièrement. J'avais lu un texte récemment quelle est la position de la minorité croate en Slovénie, où justement les Croates disent ça fait 30 ans que ça dure, on n'a pas de statut de minorité en Slovénie. Or, on est plus nombreux que ceux qui ont le statut de minorité. Donc, vous voyez comment les guerres, les conflits, les modifications des frontières ont réorganisé tout cela. Certains ont été déclassés, en tout cas, on l'ont vécu comme ça. Il a fallu réajuster les situations. Et aujourd'hui, chaque État yougoslave a ce type de ex-yougoslave, pardon, a ce type de situation à gérer avec les anciennes minorités, les nouvelles minorités, les anciens groupes ethniques, ceux qu'on a oubliés au passage, etc. Et j'arrive à la fin
la Serbie, donc la réalité et la gestion du multilinguisme. Donc, j'ai mis ici une carte qui montre alors la répartition des minorités en Serbie. En fait, ce n'est pas étonnant si vous regardez la carte. La Serbie centrale, elle est assez homogène. En fait, le cœur de la Serbie est peuplé essentiellement par les Serbes. Alors, il y a donc quelques minorités, on va dire, du côté de la frontière roumaine et de la frontière bulgare, donc les Valaques notamment, et puis les Bulgares. Il y a donc les Bosniaques au sud, dans le Sandjak, avec la frontière du Monténégro, mais surtout là où on voit beaucoup de couleurs différentes, et c'est le nord, c'est la fameuse Voïvodine, qui est une véritable vitrine plurilingue de la Serbie. Et donc, ces minorités aujourd'hui ont des statuts, des positions et puis même l'importance différente. Alors, la constitution serbe, donc toujours en vigueur depuis 2006, et là, donc, dans ces, bien sûr, précise, hein, donc, comment elle définit finalement, quels sont les droits des minorités, des membres appartenant à des minorités nationales. Et donc, il y a des articles qui précisent précisément les droits auxquels peuvent prétendre les membres des minorités nationales. Alors, c'est assez large dans les textes, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr la possibilité d'être éduqué dans sa langue, d'avoir la presse, d'avoir les moyens d'information, d'être défendu devant les tribunaux, donc les droits généraux, d'utiliser leur propre toponyme, d'utiliser leur propre nom de rue, d'avoir leur propre nom et prénom, hein, donc avec l'orthographe en question, etc. Donc ça semble assez large. Et surtout, un autre article que j'ai mis, un bout que j'ai copié ici, on précise également que la Constitution donne un certain nombre précise un certain nombre de droits au niveau de l'État, mais que cette fameuse organisation pyramidale de l'ex-Yougoslavie, elle est encore là. C'est-à-dire que la Voïvodine au nord, elle peut doubler tout cela par ses propres lois et accorder aux minorités sur son territoire d'autres droits que l'État serbe ne prévoit pas spécialement. Et ça va même plus loin. Il y a aussi des décisions au niveau des communes, hein, donc qui peuvent officialiser leur propre langue. C'est vraiment une situation assez intéressante au nord. Et alors, donc, pour terminer, je vous ai apporté quelques exemples de ces situations minoritaires aujourd'hui en Serbie qui m'ont semblé intéressants à mentionner. Vous allez voir, ils sont tous différents. C'est assez rapide. Je vous dis pourquoi tel ou tel cas minoritaire me semble intéressant. Alors, je commence par les Hongrois, donc, qui vivent au nord de la Serbie. Pourquoi je commence par les Hongrois? Puisque c'est aujourd'hui la minorité la plus importante. Alors, avant l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, pour vous donner un exemple, il y avait à peu près 18% d'Albanais et 3% de Hongrois. Aujourd'hui, il n'y a plus d'Albanais, en tout cas, bon, pas autant. Hein, il y a une petite minorité tout à fait au sud, puisque le Kosovo est indépendant. Donc voilà que les 3% d'autrefois deviennent la minorité la plus importante. Et ce n'est pas rien dans un pays où la situation politique n'est pas forcément stable. Ils sont souvent, on le voit dans toutes les élections, la variable d'ajustement. Donc, on ne plaisante pas avec la minorité hongroise parce que parfois, ça permet aussi de créer des alliances, etc. Alors, donc, c'est un cas intéressant qui montre comment finalement une population minoritaire peut, par un jeu de chaises musicales, se retrouver en première position, alors que ce n'était pas le cas pendant très très longtemps, elle était bien loin devant la principale minorité. Et donc tout cela, la cause de cela, c'est l'indépendance du Kosovo. Donc par contre, ce qui caractérise aujourd'hui le cas de la minorité hongroise, c'est qu'on est à la frontière de l'Union européenne, on est donc à la frontière d'un pays, c'est-à-dire la Hongrie, le pays de référence, qui octroie la double nationalité à ses populations transnationales. Et ce qui fait que c'est une population qui est caractérisée par une baisse démographique importante. Alors la Serbie dans son ensemble aussi, hein, donc elle perd ses habitants, mais j'avais mis ici un petit bout, une émission où il était question de cela. Apparemment, entre l'avant-dernier et le dernier recensement de l'année dernière, enfin il y a 2 ans, donc la population hongroise a diminué d'un tiers, ce qui est beaucoup en fait, ce qui est beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a eu un tas de problèmes qui sont c'est assez paradoxal parce que d'un côté, ils ont en effet le droit à être scolarisés dans leur langue de la maternelle, enfin, scolarisation complète, hein, c'est-à-dire uniquement en hongrois. Sauf que quand ils terminent les écoles secondaires, ils ont beaucoup moins de choix à l'université. Donc, du coup, certains, surtout avec les bourses qui arrivent donc de la Hongrie, continuent les études en Hongrie, mais finalement, quand ils sont diplômés en hongrois et dans l'État voisin, ils ne reviennent pas forcément pour travailler ensuite en Serbie. Donc, c'est un peu, une situation assez intéressante. Mon deuxième exemple, les Albanais. Là aussi,
voilà comment finalement une population qui était sous les feux des projecteurs dans l'ex-Yougoslavie, surtout avant l'éclatement, puisque extrêmement nombreux et puis avec ce désir et cette volonté d'indépendance, ils l'ont obtenu bien plus tard, donc en 2008. Et voilà, les Albanais qui restent en Serbie, et c'est devenu finalement une micro-communauté complètement frontalière qui vit maintenant à la frontière du Kosovo et qui est également, donc qui se caractérise par une baisse démographique importante et qui est donc aujourd'hui, une fois de plus, tiraillée entre le Kosovo indépendant et la Serbie. Alors, les Roms, on en a parlé un peu ce matin. Voilà donc un groupe, une communauté qui a changé de catégorie, donc avec le passage de la Yougoslavie vers la Serbie, c'est-à-dire que dans la terminologie yougoslave, les Roms étaient au niveau 3, donc considérés comme un groupe ethnique, sauf que après l'éclatement de la Yougoslavie, ils ont obtenu le statut de minorité nationale, alors pas justement un acte juridique, donc par une loi qui a été votée en 2002. Alors, tout cela est symbolisé par le titre de cet ouvrage que je cite ici, donc d'un célèbre romologue serbe, donc, qui a publié un ouvrage juste avant, Nous sommes pas les Tziganes, mais une nation. Donc, ça montre un peu la revendication aussi des Roms d'avoir un statut un peu plus important. Et donc, ils ont le statut de minorité depuis 2002, depuis donc a été votée la loi sur la protection des droits et libertés des minorités nationales. Donc, c'est une loi qui a été votée en 2002, mais qui a été plusieurs fois, on va dire, complétée, réécrite. Et donc, dans l'article 2, il est dit clairement que donc les autorités doivent publier des actes juridiques et prendre des mesures visées au paragraphe 1 du présent article afin d'améliorer la situation des membres appartenant à la minorité nationale rome. Donc c'est une date historique pour les Roms puisqu'ils passent d'un groupe ethnique à la minorité nationale officiellement. Alors, après, il y a des cas qui sont beaucoup moins connus, mais qui sont absolument passionnants, donc tout à fait originaux. J'ai eu l'occasion de travailler sur cette communauté. Donc, Bunjevci, donc c'est tout ce nom-là qui est utilisé également en français, y compris dans une thèse de doctorat qui a été soutenue à Grenoble. Donc, une communauté, une micro-communauté du nord de la Serbie, transfrontalière. Alors, du coup, c'est retrouvé à un moment donné entre les Serbes et les Croates. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Disons que lorsque la Serbie, donc après les guerres donc dans l'ex-Yougoslavie et en particulier la guerre en Croatie, il a fallu à peu près une dizaine d'années, donc 10 ans, pour que la Serbie arrive à reconnaître déjà les Croates comme une minorité en Serbie. Donc, on n'avait pas le même problème qu'en Slovénie. Donc, une décennie plus tard, les Croates ont enfin obtenu le statut de minorité en Serbie. Sauf que, en attendant que les Croates obtiennent le statut de minorité, il y a eu tout un groupe de personnes, enfin une communauté dans son ensemble, qui a déjà été reconnue par l'État serbe comme légèrement différente des Croates. Et donc, ce sont ces fameux Bunjevci qui sont entre les Croates et les Serbes, c'est-à-dire une population qui, en partie, se dit différente des Croates, et au sein de la communauté, il y a toute une autre partie qui dit mais c'est une manipulation politique. Une fois de plus, nous on parle la même, on parle un dialecte de la langue croate, il n'y a aucune raison de nous reconnaître comme différents. Donc ça fait 20 ans que ces discussions durent et sont assez passionnantes parce qu'il y a des gens passionnés des deux côtés. Et il y a beaucoup de débats linguistiques autour parce que certes, et en effet, ils parlent une variété d'un dialecte qui, en effet, d'origine vient de la Croatie, et c'est quelque chose qui est tout à fait typique, mais en même temps, on est dans un cas typique d'une reconnaissance problématique, puisque le seul pays qui les reconnaît comme différents, c'est la Serbie, et que ça pose de nouveau des problèmes avec la Croatie, qui considère que il fallait pas les reconnaître comme différents, parce que ça crée officiellement une scission entre les deux. Mais au niveau linguistique, c'est passionnant, puisque ceux qui se considèrent comme ayant une particularité suffisante pour qu'ils soient considérés comme une minorité, ils ont fait un travail énorme sur la standardisation de la langue et les considérer comme terminée. Aujourd'hui donc, cette langue, la langue des Bunjevci, est enseignée dans les écoles, ils ont leur propre manuel,
Ils ont un dictionnaire, donc ils ont fait tout le travail de codification, standardisation. Ils ont aussi des règles publiées, des règles orthographiques, la grammaire, et tout ça est récent, c'est depuis 2018. Donc un cas encore intéressant. L'avant-dernier exemple, je disais tout à l'heure, avec les feux des projecteurs sur telle ou telle situation au gré des événements politiques, mais il y en a qu'on a oublié un peu au passage, donc des groupes minoritaires qui ont toujours vécu sur le territoire, qui ont parfois une spécificité ethno-linguistique, mais qui se sont retrouvés un peu en dehors parce qu'ils n'étaient pas suffisamment nombreux, parce qu'ils n'étaient peut-être pas suffisamment revendicatifs des Allemands, des Tchèques, des Grecs, etc. Et alors, c'est un vrai sujet à part. Donc, il y a eu un ouvrage intéressant publié par l'Institut de balkanologie de Belgrade sur les minorités cachées dans les Balkans. Et nous, avec Léo, on a organisé en 2013, je pense, un colloque sur les minorités invisibles donc à l'université de Montpellier, donc parce que ça nous a semblé que le champ de leur invisibilité donc constitue un horizon de recherche et de réflexion tout à fait riche. Et puis dernier exemple, et je passe à la conclusion, et il y a ceux pour qui rien n'a changé. Donc, ils n'avaient pas grand-chose avant, ils n'ont toujours pas grand-chose, mais ils existent encore aujourd'hui. Et ce sont les Ruthènes. Donc, Alain connaît aussi très bien la question, puisqu'on en a parlé ici même à Bordeaux. Alors, les Ruthènes que encore la Yougoslavie a considérées comme différentes des Ukrainiens, et donc qui leur a, on va dire, permis de standardiser leur langue encore dans les années 20, donc il y a du siècle passé. Et donc, une minorité qui est reconnue, mais qui finalement intéresse peu. Ils vivent dans 2 ou 3 villages de manière assez tranquille, donc où ils ont leurs écoles, leurs médias, leur théâtre et tout ce qui va avec, mais ils sont, on va dire, tout aussi, on va dire, ils intéressent aussi peu que par le passé, parce que ce n'est pas une fois de plus une minorité qui menace, une minorité qui pèse beaucoup dans les débats politiques, etc. Mais c'est un cas passionnant puisque depuis un siècle, il y a beaucoup d'acquis au sein de cette communauté. Ils ont fait vraiment des choses formidables et ils coexistent aujourd'hui aux côtés des Ukrainiens qui, eux, ont beaucoup moins de droits parce que donc, de fait, ce n'est pas une minorité, on va dire, historique. Et donc, la conclusion, avant donc de discuter tout à l'heure un peu plus en détail sur ce qui peut être intéressant pour justement la problématique de la catégorisation, ce que je voulais vous montrer dans cette présentation très générale, c'est que la Serbie aujourd'hui, tout comme la Yougoslavie ou encore comme les Balkans, si on veut aller un peu au-delà, en effet, est un pays qui a cette position de carrefour et qui, selon, on va dire, à travers l'histoire, a eu très souvent un certain intérêt, on va dire, pour les grandes puissances. C'est un pays qui aujourd'hui, tout comme par le passé, se caractérise encore par une certaine complexité ethnique, religieuse, linguistique, et qui a donc connu des situations différentes et des grands bouleversements justement à cause de ces situations de conflit qui ont quand même marqué le territoire. Alors, ce que j'ai essayé de montrer à travers ces quelques exemples, c'est que la langue n'est pas forcément le déterminant majeur. Donc, on va dire, pour insister sur les différences, pour avoir plus de droits. On l'a vu, on le voit clairement avec ces minorités cachées qui font souvent le profil bas, en dépit du fait qu'ils ont une véritable spécificité ethno-linguistique. Par contre, la langue est souvent mobilisée dans les discours politiques, idéologiques, et on ne sait jamais où ça peut s'arrêter, parce qu'on voit avec la question entre les Serbes, les Croates et les Bougnetti au milieu. Donc, ça aussi, c'est un bon exemple. Donc, je termine. La réalité à la gestion, c'était donc mon titre. Alors, la réalité, j'ai mis quelques photos. La réalité, c'est que la Serbie est aujourd'hui un État-nation plurilingue, de fait. Donc, ça aussi, vous l'avez vu. C'est un pays qui a une politique linguistique, on ne peut pas dire le contraire, qui reconnaît des minorités. Donc, ce sont quand même des droits assez larges avec des réalisations concrètes. C'est un pays qui encore aujourd'hui donc englobe beaucoup de minorités qui bénéficient des droits de longue date, et c'est le cas des Ruthènes avec leur langue standardisée depuis 1920. Donc, dans ces différentes communes où vivent des minorités, elles ont souvent leurs écoles. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement les écoles qui proposent l'enseignement de la langue 3 fois par semaine, ce sont des écoles qui proposent un enseignement complet, donc dans la langue en question.
Donc, il y a aussi une presse, selon la taille de la minorité, ça peut aller des quotidiens. Les Hongrois, ils ont un quotidien, Magyarszó, donc le mot hongrois, qui est un journal qui sort tous les jours. Alors, j'avais mis aussi une photo pour, on en a parlé, je sais, hier, dans un autre contexte. Oui, voilà, je me souviens. Est-ce que c'est compliqué, c'est dangereux d'avoir des panneaux bilingues? Mais si vous regardez la photo avec des contrôles en Voïvodine, donc vous pouvez avoir des panneaux avec 8 noms différents. Donc, il n'y a pas beaucoup plus d'accidents donc quand on rentre dans le village parce qu'on va avoir le serbe dans ces 2 alphabets et puis on peut tout à fait avoir ensuite le nom en hongrois, en roumain, en rupen, etc. Les noms de rues, c'est pareil. Donc, ça coûte plus cher, certes, parce que les panneaux sont beaucoup plus gros. Et il y a beaucoup de vie culturelle. Donc, j'ai vu ici le centre culturel Bunyevac, etc. Donc, ça, c'est la réalité. La réalité, elle est celle-là. Donc, c'est quelque chose qu'on voit, enfin, surtout si vous allez au nord de la Serbie, ça frappe. Vous allez, encore chaque année, on y va. Donc, vous allez dans des villes, dans des villages, vous les entendez, ces langues vraiment au quotidien. Elles sont visibles, elles sont lisibles. Enfin, donc, c'est vraiment une réalité vivante. Maintenant, la gestion, et vous avez compris ici à travers ces quelques exemples, elle n'est pas toujours claire, elle n'est pas toujours nette, donc, comme on le disait tout à l'heure. Disons qu'elle est parfois influencée par des paramètres géopolitiques, donc c'est le cas. Hein. Parfois, on reconnaît juste un peu pour embêter les voisins, et pas forcément parce qu'on est spécialement très ouvert, etc. Donc, parfois aussi, on a reconnu des identités nouvelles, donc on l'a vu, et tout cela me fait dire que toute identité est une construction historique et psychosociale qui n'est pas essentialiste, qui n'est pas pérenne, et l'espace aussi bien yougoslave par le passé que serbe aujourd'hui me semble être une illustration particulièrement explicite de cette situation. Et donc, je vous remercie, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Non, donc, voilà.